Bonjour mesdames, bonjour messieurs, nous allons commencer. Alors c'est mon 5e cours, mais avant de commencer, parce que j'ai oublié la dernière fois, je voulais vous rappeler que donc, la semaine prochaine, jeudi et vendredi, il y aura ici dans cette salle un colloque sur le sujet du cours. Donc si vous avez suivi le cours, vous verrez, nous avons invité des spécialistes de toutes les disciplines pour nous parler de leurs derniers résultats. Et j'espère que ce que je vous aurai présenté vous aidera à suivre. C'est en anglais, mais c'est toujours comme ça maintenant. Et donc c'est de 9h à 18h. Il y a une session poster le jeudi soir qui aura lieu dans une salle de l'autre côté. Voilà, donc ça c'est l'inscription est souhaitable simplement pour avoir une idée du nombre de gens qu'il y aura, parce que nous allons servir le café, voilà, pendant les pauses café. Donc je reprends. Donc c'est la 5e séance sur l'anisotropie sismique et l'écoulement dans le manteau terrestre. J'ai passé beaucoup de temps sur le manteau supérieur et vous avez pu apprécier combien d'hypothèses on est obligé de faire pour essayer d'avancer nos connaissances. Et pourtant, dans le manteau supérieur, nous avons déjà beaucoup d'éléments, aussi bien en sismologie qu'en physique des matériaux, pour pouvoir interpréter les observations en termes de dynamique. Maintenant, nous allons passer aux parties plus profondes. Et bien sûr, là, on a plus de difficultés, aussi bien dans toutes les disciplines, aussi bien en sismologie où il faut passer par le manteau supérieur avant d'atteindre les parties plus profondes. Donc toutes les observations qu'on a qui sont faites à la surface de la Terre sont affectées par leur passage dans le manteau supérieur et donc donc c'est plus difficile de voir en détail ce qui se passe plus profond. En physique des matériaux, le défi est d'atteindre les pressions et les températures des plus grandes profondeurs de la Terre. Donc voilà. Alors, je vous rappelle ce qu'on connaît, disons, en premier ordre sur la minéralogie du manteau de la Terre. Nous nous sommes concentrés sur la partie, ici, les premiers 300-400 km de profondeur, où la déformation est dominée par celle de l'olivine. Maintenant, nous allons passer un tout petit peu de temps, mais je vais passer assez rapidement sur ce qu'on appelle la zone de transition, c'est-à-dire la zone entre les phases, les transitions de phase dans le système de l'olivine. À 400 km, la transition olivine-Wadsleyite. À 520 km environ, la transition Wadsleyite-Ringwoodite. Et ensuite, à 660-670 km, la décomposition de l'olivine sous son état spinel en pérovskite et oxyde. Donc cette zone, c'est ce qu'on appelle la zone de transition et la limite inférieure à 660 km environ en moyenne est la limite par convention entre ce qu'on appelle le manteau supérieur et le manteau inférieur. Alors vous voyez que donc, dans cette zone-là, nous avons à peu près en moitié, un peu moins de la moitié, les phases spinelles de l'olivine et le reste, c'est du grenat, majorite grenat. Ces roches-là sont pratiquement isotropes, donc on ne va pas beaucoup en parler. On va se concentrer sur ces phases-là. Et quand on regarde leur anisotropie, qui a été donc établie à partir de mesures expérimentales, on trouve que la Wadsleyite, donc celle qui existe entre 400 et 520 km de profondeur, a une anisotropie. Donc ici, ce sont des diagrammes qui montrent, en fonction de la direction de propagation des ondes P ici et des ondes S ici, les vitesses de ces ondes. Donc, je vous rappelle, c'est une projection
sur le plan inférieur, avec les directions des axes, ici l'axe des x 1, 0, 0, l'axe des y 0, 1, 0, et au milieu, ce qui est au milieu correspond à l'axe des z, l'axe 0, 0, 1. Donc pour une propagation dans un cristal, un monocristal de ce minéral, on a des vitesses rapides le long de l'axe 1, 0, 0, des vitesses rapides le long de l'axe 0, 1, 0 et des vitesses lentes le long de l'axe 0, 0, 1 pour la wassléite. Et les vitesses minimales et maximales donnent un ordre de grandeur de l'anisotropie de l'ordre de 10%, ceci étant donc mesuré aux conditions de température et pression de la zone de transition. L'anisotropie en vitesse S est un peu plus grande. Et quand on passe à la Ringwood-Height, on voit une réduction notable de l'anisotropie, un système différent, donc une distribution plus compliquée des vitesses. Mais retenons pour l'instant que l'anisotropie est faible, parce qu'il faut bien voir, c'est un cristal, c'est au niveau du monocristal. Donc quand on considère une structure polycristalline avec des alignements imparfait, on va avoir en fait assez peu d'anisotropie comparé à ce qu'on avait dans les premiers 300 km de profondeur dominés par l'olivine. Et donc, la prédiction à partir de ces mesures-là, c'est que l'anisotropie sismique va diminuer avec la profondeur. Quand on entre dans la zone de transition, on s'attend à avoir plus de mal à détecter l'anisotropie. Alors, déjà, en 1D, donc juste la moyenne radiale, une première étude que je voulais montrer, c'est celle de Montagnier et Kennett, datant de 1996, où ils ont... la motivation de cette étude, ce n'était pas forcément l'étude de l'anisotropie, mais c'était réconcilier les modèles obtenus par les ondes de volume P et S, donc relativement courte période, et les modes propres, la mesure des fréquences propres de la Terre qui sont faites à beaucoup plus longue période, où il y a toujours, on observe un décalage, un shift en moyenne, qu'on a du mal à expliquer, même en introduisant une atténuation dépendante de la fréquence. Donc ils ont voulu regarder ça de plus près et construire un modèle 1D, c'est-à-dire un modèle où les paramètres élastiques ne dépendent que de la profondeur, donc ici de la surface jusqu'à la limite entre le noyau et le manteau. On est ici à 2900 km de profondeur, de 0, ça c'est 500, on ne voit pas très bien les chiffres. Et en fait, ils ont inversé aussi pour le facteur de qualité, bien sûr, puisque c'est à ça qu'on pense quand on a des mesures à des fréquences différentes qui ne sont pas cohérentes. C'est un effet de l'atténuation qui va donner des effets qui dépendent de la fréquence. Ils ont aussi inversé pour la densité, puisque les modes propres, les temps de partie court des ondes de volume ne sont pas sensibles à la densité, mais les modes propres de basse fréquence le sont. Donc ils ont inversé pour ces paramètres, et aussi l'anisotropie radiale, donc l'anisotropie transverse, qui donc est définie par 5 paramètres, je vous rappelle, donc c'est une anisotropie à axe de symétrie verticale, et les 5 paramètres, c'est la vitesse isotrope des ondes S, Vs ici, qui est en moyenne, en faisant une moyenne de Voigt reliée à la moyenne des vitesses des ondes polarisées verticalement et horizontalement. De même manière, la vitesse moyenne, donc la partie isotrope des vitesses d'onde P, et les 3 paramètres anisotropes, xi, phi et eta, où xi peut être relié au rapport des vitesses des ondes S polarisées verticalement et horizontalement au-dessus et verticalement au dénominateur. Phi, c'est la même chose pour les ondes P, au carré, dans la définition. Et eta,
décrit de manière un peu moins intuitive les propagations et polarisations dans des directions intermédiaires. Donc, quand ils ont fait cette inversion, ils ont trouvé qu'ils pouvaient réconcilier les données des ondes de volume et de mode propre. Et donc, en partant, là, il y a différentes courbes, ça dépend de quel modèle de départ ils sont partis. Et ils trouvent, bien sûr, une anisotropie forte dans les premiers 250 km de profondeur, ça, on le savait déjà, mais aussi une indication que dans la zone de transition, il y aurait une anisotropie transverse observable. Donc ça, c'est une première observation. Ensuite, vous voyez qu'il ne se passe rien dans l'essentiel du manteau inférieur, entre 800 km de profondeur et peut-être 300 ou 400 km au-dessus de la limite noyau-manteau. Et par contre, juste au-dessus de la limite noyau-manteau, apparemment, il y aurait de nouveau de l'anisotropie et on va en parler beaucoup. Donc retenez pour l'instant une éventuelle anisotropie, ici vue seulement dans sa partie anisotropie radiale. Ils n'ont pas essayé de déterminer les autres paramètres d'anisotropie. Et pas grand-chose dans le manteau inférieur, pratiquement rien, à la limite de la résolution. Alors, ensuite, il y a eu des études tomographiques, de tomographie. Moi, j'en ai en particulier participé à une d'entre elles avec un de mes étudiants. On a développé un modèle global du manteau entier d'anisotropie radiale, donc l'anisotropie de polarisation, et donc à partir des formes d'ondes de longue période, aussi bien des ondes de surface que des ondes de volume. Ce sont des périodes longues, des périodes plus longues que 30 secondes. Donc on a une résolution spatiale relativement limitée, mais tout de même globale. Et donc on a ces ondes de longue période sont sensibles surtout aux paramètres xi. Et donc dans ce genre d'inversion, on va faire des hypothèses aussi. On va supposer que les autres paramètres anisotropes d'anisotropie radiale sont proportionnels à xi, suivant des lois qui sont basées sur les observations géologiques. Donc ça, c'est valable bien sûr dans les premiers quelques centaines de kilomètres, mais ça va devenir une hypothèse qu'on peut remettre en question à plus grande profondeur. Donc ça, c'est simplement le manteau supérieur pour vous montrer disons, la distribution obtenue pour ce paramètre xi. Donc ça, c'est des variations relatives. On note par cette d-log de xi, c'est dxi sur xi, et en pourcent par rapport au modèle PREM. Donc le modèle PREM, je vous le rappelle, c'est donc le modèle de référence de 1980 qui sert toujours de référence de nos jours et qui a de l'anisotropie dans les premiers 200 km avec toujours VSH supérieur à VSV, donc xi supérieur à 1. On a enlevé ce modèle moyen pour faire ressortir les variations latérales. Donc dans le manteau supérieur, dans le manteau, disons là, à 100 km de profondeur, on est dans la lithosphère, dans les continents, et on voit plutôt VSV supérieur à VSH, des couleurs rouges dans cette dénomination. Et par contre, dans les océans, on voit VSH supérieur à VSV, donc par rapport à PREM. En moyenne, ça devrait être tout bleu. Et ici, ce sont deux modèles différents. Un modèle donc, construit à cette époque et un modèle plus ancien pour voir un peu la variabilité entre les modèles, pour vous donner une idée de ce qu'on arrive à résoudre ou pas. Qualitativement, ces modèles se ressemblent. Dans les détails, il y a beaucoup de différences. Mais donc je note, bon, nous en avons déjà parlé, je ne vais pas m'attarder, que l'anisotropie sous les cratons, sous les vieilles parties des continents, est bien visible encore jusqu'à 300 km. Quand on va plus profond, on voit encore, donc ici à gauche, ces cartes montrent le paramètre xi, donc les variations latérales. Ici, le 0, c'est l'isotrope, donc pas de xi serait égal à 1, VSH égale VSV.
Et on voit que quand on s'enfonce, on perd petit à petit le signal lié au continent. Et par contre, ce qui apparaît très clairement, c'est un signal dans l'autre sens, c'est-à-dire VSV supérieur à VSH, hein, donc des couleurs ici rouges, le long des zones de subduction et peut-être aussi un peu le long des dorsales. Ça, c'est par comparaison le même modèle, mais dans sa partie isotrope, où on voit apparaître à ces profondeurs-là, surtout l'ouest Pacifique, les zones de subduction de l'ouest Pacifique, mais un petit peu aussi se dessine l'Amérique du Sud, pas très fortement dans ce modèle. Et ça, c'est une comparaison avec un modèle, donc un modèle synthétique qui a regardé où se devraient se trouver les zones de subduction du Pacifique, en rétrogradant dans le temps à 400 km et 600 km de profondeur pour voir qu'on voit bien ces zones-là et qui correspondent à ces zones où VSV est supérieur à VSH, qui fait penser à en interprétation toute simple, en pensant au système de l'olivine, à un écoulement vertical. Mais bien sûr, c'est une interprétation un peu simple. Alors là, encore une fois, l'anisotropie radiale moyenne en fonction de la profondeur, exprimée ici en fonction du paramètre xi, cette fois-ci en absolu. Donc 1, c'est isotrope, c'est VSH égale VSV, hein, les deux polarisations donnent la même vitesse. Et on voit que cette anisotropie est forte près de la surface, donc les 200-300 km de profondeur. Éventuellement un peu quelque chose ici, hein, le pointillé c'est 1, et la moyenne oscille autour de cette valeur, éventuellement peut-être 1%, et c'est pas très clair si on peut vraiment résoudre cette anisotropie. Par contre, quand on arrive dans le bas du manteau, on a un tout petit peu plus, disons, d'anisotropie à la base du manteau. Ça, c'est les amplitudes donc RMS, donc en moyenne des variations latérales en fonction de la profondeur dans le modèle isotrope. Donc on voit des amplitudes plus grandes, des hétérogénéités près de la surface et près de la limite linéo-manteau. Ce n'est pas étonnant, ce sont deux couches limites pour la convection où on s'attend à voir des hétérogénéités plus fortes. Elles sont très faibles au milieu du manteau. Et l'anisotropie en xi, l'amplitude a l'air de suivre cette courbe, sauf peut-être ici, justement, dans la zone de transition. Alors il faut voir que ces études, cette étude a déjà 10 ans et je vous montrerai des résultats plus récents, mais il faut voir que le problème, c'est que déjà, on a une couverture. Ça, c'est un dessin qui montre une façon de représenter quelle est l'illumination à différentes profondeurs qu'on peut avoir avec la distribution des séismes et des stations qui sont à notre disposition pour donc l'ensemble des données de forme d'onde globale dont on dispose ou dont on disposait à l'époque, mais ça n'a pas énormément évolué depuis puisque les séismes se passent toujours à peu près dans les mêmes zones et il y a un peu plus de stations dans les océans à l'heure actuelle, mais pas énormément. Et donc on voit que plus on s'enfonce en profondeur, le rouge ça montre une bonne illumination, les couleurs vertes une illumination limite, enfin pas à la limite de l'acceptable. Et vous voyez que quand on arrive en profondeur, on a en VS, donc la partie isotrope est relativement bien résolue, sauf dans l'hémisphère sud, une partie de l'hémisphère sud. C'est dû au fait que cette partie est couverte par les océans et donc on n'a pas autant de stations, surtout de stations, mais bon, les séismes sont aussi tous, une grande partie autour du Pacifique. Et quand on passe à facteur d'anisotropie, donc d'anisotropie radiale, c'est bien moins bon. Donc on ne peut pas s'attendre à ce qu'on ait une très très bonne résolution
quand on arrive dans les grandes profondeurs, mais disons que dans la zone de transition, au moins dans l'hémisphère nord, on a encore assez d'illumination. Alors bien sûr, quand on fait ce genre d'inversion, on ne considère que l'anisotropie radiale. Or, dans la réalité, il y a une partie qui dépend de l'azimut. Donc, en chaque point, le modèle d'anisotropie radiale est un modèle très simplifié. Donc, pour que ça marche, il faut qu'on ait des trajets qui se recoupent en chaque point du globe dans différentes directions pour pouvoir moyenner l'effet disons, des complications de l'anisotropie au-delà du modèle simple d'anisotropie radiale. Alors, bon, ça c'est donc encore une fois, j'en ai mis beaucoup de c'est encore une fois l'anisotropie radiale, mais c'est maintenant une comparaison de différents modèles, donc réactualisé. C'est un article de revue que je viens d'écrire avec Rudi Wenck. Et mais tous les modèles retrouvent la même chose, hein, donc une anisotropie forte dans les premiers 200-300 km, peut-être un peu dans la zone de transition, mais ça varie entre les modèles. Et ensuite, quand on arrive à la base du manteau, au moins certains des modèles veulent avoir un peu plus d'anisotropie avec, en moyenne, VSH supérieur à VSV. Ce qui est encore une fois quelque chose auquel on pourrait s'attendre, mais quand on raisonne dans le système olivine, donc, qui est dans une zone où les écoulements sont bloqués par la limite noyau-manteau et donc essentiellement horizontaux, on s'attend à avoir VSH supérieur à VSV, mais encore une fois, c'est un raisonnement qui est en principe réservé à l'olivine, qui bien sûr n'est pas applicable à ces profondeurs-là. Alors récemment, il y a eu plusieurs études qui ont essayé d'aller un peu plus loin que de regarder juste l'anisotropie radiale, en regardant à partir des mesures de dispersion des ondes de surface et de leurs harmoniques, d'essayer de contraindre l'anisotropie azimutale, donc le terme de 2π, où π est l'azimut, que nous avons déjà discuté dans les leçons précédentes, qui donc est le terme dominant, disons, ou celui qu'on peut résoudre le mieux, au moins dans le manteau supérieur, à partir des variations donc azimutales des vitesses des ondes de surface. Alors ici, c'est pour vous donner une idée de la sensibilité en fonction de la profondeur, quand on prend l'ensemble du mode fondamental, ici désigné par n égale 0, ça c'est le mode fondamental, première harmonique, deuxième harmonique, troisième harmonique, etc. On voit très mal les derniers harmoniques. L'idée, c'est que le mode fondamental est surtout sensible aux parties superficielles. Ce sont les études que je vous ai présentées dans les cours précédents d'anisotropie, aussi bien de polarisation que d'anisotropie azimutale dans le manteau supérieur, les premiers 200-300 km de manteau supérieur. Ensuite, les harmoniques vous permettent d'aller à des périodes équivalentes. Donc là, on est à des périodes entre, disons, 40 et 200 secondes, disons, permettent d'échantillonner un peu mieux les profondeurs, peut-être jusqu'à, disons, certainement jusqu'à la limite du manteau supérieur, du manteau inférieur, peut-être jusqu'à 800 km. Alors, le résultat de cette étude globale, donc d'anisotropie azimutale, donne la grandeur de l'anisotropie, donc qu'elle est donc exprimée ici. C'est le rapport du facteur G qui est en facteur du cosinus de π et sinus de π, et donc qui est normalisé par L. L, c'est c'est la vitesse des ondes reliée, c'est le carré de la vitesse des ondes SV. Donc, dans l'hypothèse d'un modèle d'anisotropie radiale. Donc, c'est normalisé ainsi. Et on voit, comme toujours, une anisotropie forte dans les premiers 200-300 km, mais peut-être encore de l'anisotropie donc quand même qui persiste, puisqu'on a quelque chose de l'ordre de 0,5 à 1% dans la zone de transition. Alors ces auteurs sont très optimistes, où ils ont été jusqu'à interpréter les variations du gradient, les changements donc
dans la direction de l'axe rapide. Donc, en fonction de la profondeur, l'axe rapide a une certaine direction à une profondeur donnée. À la profondeur suivante, il change de direction. Et donc, on peut dessiner ces changements de direction en fonction, donc ici, donc le gradient dans cette direction, en fonction de la profondeur, qui est exprimé ici en degrés par kilomètre, qui montre des variations assez fortes, donc des changements de direction qui expriment la complexité de la structure dans les premiers 300 km, mais ils attirent l'attention sur des maxima, ici autour de 450 km et un peu plus profond également. Et ils proposent que ces maxima sont résolus et qu'ils doivent être dus à des, disons, à des phénomènes donc physique ou éventuellement la dynamique. Moi, je trouve qu'ils sont un petit peu optimistes et en tout cas, cette étude doit être confirmée par des études ultérieures, par d'autres groupes. Mais je voulais quand même vous montrer que ça existe. Et donc ici, on a ces cartes donc, à différentes profondeurs, 100 km, 150, 200, donc ça c'est le manteau supérieur. Nous avons déjà vu ce genre de carte où les bâtonnets rouges ici indiquent la direction de l'axe rapide à l'endroit donné et la longueur exprime l'amplitude de l'anisotropie. Ici, il y a une référence qui n'est pas très visible qui dit 2% d'anisotropie. Et dans le fond, vous avez aussi en grisé aussi l'amplitude de l'anisotropie. Donc, par exemple, ici, on voit qu'elle est très forte dans l'océan, dans le bassin ici du Pacifique, qu'elle garde encore de l'amplitude même à 150 km de profondeur. Et comme on a déjà bien évoqué, avec une direction à cette profondeur-là qui est parallèle à la direction de la plaque pacifique. Quand on s'enfonce plus profond, ah oui, le maximum ici, oui, on voit le maximum qui diminue, 5%, 3,6, 3,5%. Quand on s'enfonce plus profond, on voit peu à peu les directions changer. On voit ici déjà à 300 km, la direction de l'axe rapide a changé dans pas mal de régions et aussi les amplitudes ne sont pas distribuées de la même manière. Et on voit ici à 300 km, ici à 600 km, on voit des différences entre ces directions-là et là à 800 km. Disons, si on compare ces deux cartes-là, on voit quelques changements. Par exemple, ici dans la zone de subduction Fidji-Tonga, on peut le voir aussi dans l'océan Indien. Alors, je vous rappelle tout de même que l'hémisphère sud est mal couvert, déjà pour l'anisotropie radiale. Donc, pour l'anisotropie azimutale, ça ne va pas être, ça va être encore plus difficile. Donc, encore une fois, des résultats intéressants, mais à prendre, disons, avec un grain de sel, en attendant que d'autres études les confirment. Donc, ces auteurs ont proposé plusieurs interprétations dynamiques où il se passerait, la dynamique serait différente dans la partie, les premiers 250 km, entre 250 et 400, et ensuite dans la zone de transition. Ils proposent plusieurs hypothèses suivant que les mouvements de la plaque affectent plus ou moins la structure anisotrope à plus grande profondeur. Mais encore une fois, tout ça, je vais passer rapidement parce que c'est vraiment très spéculatif. Alors donc, on essaye d'utiliser les ondes de surface, les harmoniques, les formes d'ondes pour avoir des renseignements sur l'anisotropie plus profonds que les premiers 250 km. Ce sont des travaux en cours, les techniques d'analyse s'améliorent avec le temps, mais on est quand même limité par la distribution des données accessibles. Alors, il y a d'autres approches. Ici, un exemple d'études autour des zones de subduction. Nous avons déjà vu ce genre de méthode qui utilise les ondes S télésismiques qui sont engendrées dans la plaque plongeante
par des séismes de cette plaque et qui sont observés à des grandes distances. Et donc, dans cette étude, une étude toute récente de Nowatzki et al., qui donc a étudié des séismes au Japon dans l'ouest du Pacifique et dans des stations donc, en Amérique du Nord et là, je ne sais pas très bien où ça va, parce que je pense que c'est au Canada. Et donc, regardez comment varie le splitting de ces ondes S en fonction de la profondeur du séisme. Alors, bon, pour le faire, il suppose qu'il ne se passe pas, qu'il faut surtout corriger du manteau supérieur autour de la station. Donc, pour ça, ils vont utiliser d'autres données, ce qu'on obtient par le splitting des ondes SKS, dont on a parlé abondamment, pour obtenir les directions rapides et l'amplitude de l'anisotropie azimutale dans les stations ou juste au-dessous des stations. Et on peut corriger les mesures de splitting des ondes S télésismiques de cet effet du manteau supérieur côté station. Et donc ensuite, on peut regarder et voir si on peut déduire l'origine du splitting par rapport à la profondeur et à la région du côté de la source. Donc ils ont fait ces observations corrigées, donc ici dans plusieurs zones de subduction, en Amérique du Sud, Sumatra et Philippines, les îles Kuriles et les Aléoutiennes. C'est pas très bien focalisé. L'essentiel, c'est de voir qu'ils voient des directions assez un peu dans tous les sens. Et l'essentiel, c'est vraiment dans ces courbes-là, c'est que ici, on voit le temps de splitting en fonction de la profondeur du séisme dans les différentes régions. Et on s'aperçoit qu'en moyenne, ce temps de splitting est de l'ordre d'1 seconde. Il est bien résolu à ce niveau-là, mais qu'il n'y a pas de variation très nette avec la profondeur. Donc ça exclut s'il n'y a pas de variation avec la profondeur du séisme, ça exclut une origine sous la plaque, donc à moins que l'anisotropie suive vraiment de très près donc dans la région de la plaque. Ces auteurs préfèrent une hypothèse basée sur une origine qui serait dans la plaque plongeante et qui pourrait être due à des formations liées à l'hydratation de la plaque. Encore une fois, ces observations sont intéressantes et certainement elles ont certainement de la valeur, puisqu'on retrouve quand même des valeurs cohérentes d'une zone de subduction à l'autre. Par contre, cette interprétation, elle, est encore très spéculative. Donc ici, c'est encore de cette étude. On voit, donc dans le cas dans quelques régions, l'Amérique du Sud, vous voyez ici, c'est une coupe verticale. En fond, un modèle tomographique, donc avec des vitesses, un modèle tomographique d'onde P, avec des vitesses plus rapides que la moyenne en vert ou bleu, et des vitesses plus lentes que la moyenne globale en rouge. Donc on voit bien se dessiner les zones de subduction, pratiquement partout. Et la localisation des séismes et les données de stations et les raies qui partent vers les stations sont indiquées par les lignes noires ici, et la direction observée du splitting, de l'axe rapide du splitting est donnée ici, et en moyenne rappelée ici. Donc ça s'est dessiné dans le plan de dessin, donc dans un plan vertical. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que ça correspond en général assez bien excusez-moi, au pendage de la plaque. D'où cette interprétation en fonction de quelque chose qui pourrait être dans la plaque elle-même.
Voilà, donc pour ce qui est de la zone de transition, à retenir, les minéraux de la zone de transition sont moins anisotropes que l'olivine, l'olivine dans sa forme donc des premiers 200 à 300 km de profondeur. Les observations sont difficiles, indiquent que peut-être il y a un peu d'anisotropie, mais en tout cas beaucoup moins que dans la partie supérieure du manteau supérieur. Donc maintenant on va passer au manteau inférieur, et donc on va regarder de nouveau les minéraux, et cette fois-ci on va s'intéresser à la partie du manteau inférieur, donc à partir de 660 km de profondeur. Ici, le système donc, au premier ordre, c'est dominé par la pérovskite, le système MGFE avec MGFE-AL, qui est maintenant appelé bridgemanite, puisqu'on a trouvé ce minéraux dans la nature. C'est là que, sinon, le nom pérovskite est le nom générique de ce genre de structure. Et donc avec un peu 15% peut-être de pérovskite de calcium et les oxydes, donc le ferropériclase ou magnésiovusite, suivant la proportion de magnésium et de fer. Et j'attire votre attention, on en parlera beaucoup. Dans la partie basse du manteau, il est possible, depuis une dizaine d'années, suite à la découverte de la transition de post-pérovskite dans la pérovskite de magnésium, il est possible qu'on ait une autre phase dans les derniers 200 à 300 km de profondeur, la post-pérovskite. Alors, quelles sont les structures de ces composants? Donc, ce sont ces minéraux. Donc ça c'est encore une fois les compositions chimiques des minéraux principaux et leur structure cristalline. La bridgemanite et la pérovskite et la post-pérovskite ont une structure orthorhombique. Avec la bridgemanite, c'est une pérovskite cubique un peu déformée, avec des coordinations en SiO6 et donc des octaèdres SiO6 et des atomes de magnésium dans les interstices. Et la post-pérovskite a donc le changement de phase donne une structure différente avec des couches d'octaèdres SiO6 plus compactes. Et nous verrons que ceci donne lieu à une anisotropie intrinsèque plus forte que celle de la pérovskite. Et par contre, le périclase, donc le ferropériclase, a une structure cubique similaire à celle du sel de sodium, et donc on ne s'attend pas, on verra pour l'anisotropie de cette structure. Notons pour l'instant que tout ça c'est simple, ce sont des structures simples disons avec des magnésiums purs ici aussi, et par contre on a dans la réalité l'addition du fer, de l'aluminium et du calcium en proportion non négligeable, et aussi éventuellement de phase hydratée introduit de la complexité dans ces structures. Donc on reparlera de la partie minéralogie plus tard. Je vais aujourd'hui passer mon temps sur quand même les observations sismiques. Alors pour ça, je vais vous rappeler ce qu'on trouve par la tomographie isotrope dans le manteau inférieur. Alors ça, c'est des coupes, vous les avez déjà vues, les vitesses des ondes S rapportées à la moyenne globale à cette profondeur, donc en pourcent de déviation par rapport à la moyenne. Vitesse rapide sous les continents, on peut se dessiner la tectonique des plaques à 100 km de profondeur. L'image change à 600 km, on voit les zones de subduction de l'ouest du Pacifique et de l'Amérique du Sud. À 1000 km, il reste quelques zones
de subduction visible, mais dans un ensemble plutôt où les structures ont des petites échelles, peut-être pas très bien résolues. Et enfin, quand on arrive à la base du manteau, ici à 100 km au-dessus de la limite noyau-manteau, une structure de grande longueur d'onde, de nouveau très frappante, avec ces deux zones de faible vitesse entourées d'un anneau de vitesse rapide qui passe par l'épaule. Ce que je voulais montrer ici, c'est le spectre des hétérogénéités, c'est-à-dire les longueurs d'onde représentées, qui sont ici représentées en termes de degrés d'harmonique sphérique. C'est une représentation donc harmonique, comme si on faisait une transformée de Fourier, mais sur la sphère. Et plus le chiffre ici est grand, et plus on regarde des courtes longueurs d'onde. Et donc, ici, le rouge indique là où on a beaucoup d'énergie. Et vous voyez que donc, dans les deux couches limites, près de la surface et près de la limite noyau-manteau, ici à 2900 km, on a une dominance des faibles degrés, donc des grandes longueurs d'onde. Et en particulier, on voit bien ici ces très très grandes longueurs d'onde, ce qu'on appelle le degré 2, qui correspond à l'impression visuelle de cette carte. J'attire sur votre attention qu'au milieu du manteau, au contraire, le spectre est plus ou moins blanc, c'est-à-dire toutes les longueurs d'onde sont faibles comme amplitude et il n'y a pas de longueur d'onde dominante, un petit peu dans les faibles degrés, mais pas énormément. Donc on s'attend plutôt à des hétérogénéités de courte longueur d'onde par rapport à ce qu'on voit aussi bien près de la surface, organisée par la tectonique des plaques, et à la base du manteau, organisée par la convection ou peut-être d'origine dès la formation de la Terre. La question de l'origine de ces structures est une question ouverte. Alors je voulais quand même vous montrer des coupes dans un modèle tout récent, donc à travers le Pacifique, dans ces modèles, pour vous montrer aussi qu'est-ce qu'on commence à voir dans le manteau inférieur. On commence à voir là ce sont des coupes, donc des coupes verticales, le long de là ici vous avez une carte avec, vous voyez les États-Unis, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Australie ici, et le long de ce trajet-là, on fait une coupe verticale de la surface à la limite noyau-manteau. Les traits pointillés, c'est 400 km, 660 et 1000 km. Et donc, les points verts, ce sont les volcans de points chauds. Et donc, on a quelques coupes à travers qui passent près de certains de ces volcans de points chauds. Et on voit apparaître ce qu'on peut dire des espèces de cheminées ou panaches de vitesse lente, donc dans le manteau inférieur, près de certains de ces points chauds. En fait, je montre ceci pour vous montrer qu'en dehors de ces structures énormes qu'on commence à voir, qui sont peut-être en réalité plus étroites, mais le manque de résolution des modèles tomographiques fait qu'on les voit plus étalées que la réalité, mais elles doivent être quand même d'au moins 500 à 1000 km de diamètre pour qu'on les résoute. Mais ailleurs, disons, le manteau inférieur est très pâle, il n'y a pas grand-chose, et c'est seulement près de la zone, ce qu'on appelle la zone des secondes, donc les derniers 300 km de profondeur, où on commence à voir apparaître des structures importantes. Alors ça, il faut garder à l'esprit cette image globale de faible résolution, mais le manteau, la moyenne, enfin l'essentiel du manteau inférieur, il ne se passe pas grand-chose, excepté dans certains endroits particuliers, et il faut atteindre la zone des secondes pour voir des hétérogénéités latérales fortes. Donc, comment va-t-on étudier l'anisotropie sismique à ces grandes profondeurs? Ici, je vous rappelle que du point de vue des ondes de volume, nous avons discuté dans les cours précédents les méthodes principales qui utilisaient les ondes SKS et SKKS pour étudier l'anisotropie dans les premiers 250 km de profondeur. C'est la méthode préférée parce que, je vous rappelle, ces ondes SKS sont converties en P dans le noyau, donc elles repartent
polarisées en SV dans le manteau du côté de la station. Et donc toute observation SH sur la composante SH fait penser à de l'anisotropie, et surtout s'il y a en plus un mouvement de particules elliptique. On peut aussi utiliser les ondes S, on vous en a montré des exemples, et les ondes SCS qui ne sont pas indiquées ici, elles sont indiquées là, en faisant attention pour corriger, soit utiliser des séismes profonds, soit corriger de la région de la source pour avoir accès à la région de la station. En tout cas, ce sont ces ondes-là qu'on utilise pour le manteau supérieur, et pour l'étude dans le manteau inférieur, il faut utiliser des ondes qui donc sont sensibles au manteau inférieur, et les ondes principales vont être, encore une fois, les ondes S et SCS, et les ondes SKS qui vont être surtout utilisées pour corriger du manteau supérieur, donc en association avec ces ondes-là, et la phase S diffractée, donc c'est l'onde S qui diffracte le long de la limite noyau-manteau. Elle passe pas mal de temps à la limite noyau-manteau, donc permet d'échantillonner cette zone à la base du manteau. Alors, le problème, c'est bien sûr de corriger les effets du manteau supérieur pour avoir accès donc, aux phénomènes qui ont lieu dans le manteau inférieur. Alors, ce qui est peut-être qui nous rend la vie plus facile, encore qu'on ne soit pas complètement sûr, c'est que en moyenne, le manteau inférieur, disons de 600 km à 300 km au-dessus de la limite noyau-manteau, est en moyenne isotrope. Ça, c'est une étude qui n'a pas été remise en cause, mais qui a été faite il y a 20 ans par Mead et collaborateurs. Ce qu'ils ont fait, c'est donc qu'il faut choisir cette géométrie de manière très particulière. Ils ont regardé dans une zone de subduction, ici, je ne sais plus, je pense que c'est en Amérique du Sud, cette station en Amérique du Sud, donc c'est les Andes ici, et la zone de subduction, la plaque Nazca qui plonge sous la plaque sud-américaine. Et ils ont pris un séisme profond dans cette plaque et comparé les observations de splitting, le splitting observé sur l'onde S directe et le splitting observé sur l'onde SCS, c'est l'onde qui s'est réfléchie sur la limite noyau-manteau et qui est repartie à la station. Donc c'est un seul enregistrement sur lequel ils vont regarder le splitting, comparer les splittings de ces deux ondes-là. Et ils vont aussi regarder le splitting des ondes SKS pour d'autres. Donc là, il faut regarder à grande distance. Ici, c'est des distances relativement courtes, moins de 20 degrés de distance, ou même moins 10 degrés. Et ici, ce sont des distances télésismiques plus de 80, donc ils ne peuvent pas faire ça avec le même séisme, mais pour comparer. Et donc, ils s'aperçoivent que les mesures, donc regardons par exemple à cette station qui est indiquée ici, CUS, l'axe, ça c'est la direction de l'axe rapide obtenue par différentes méthodes, ici par S et ici par SKS, la direction de l'axe absolu et donc le splitting, le temps de splitting. Et ils observent que le temps de splitting et la direction n'est pas très différente entre ces ondes SKS et ces ondes S directes ici. Bon, ici, il y a quand même 0,2 secondes, 0,2 secondes de différence. Si on compare avec ceci, 0,4 secondes de différence. Mais en moyenne, ils estiment que, d'après toutes ces mesures, qu'il y a au plus 0,2 secondes de splitting d'accumulé dans le manteau inférieur. Et donc, ce serait le parcours dans le manteau inférieur, qui est celui de l'onde SKS essentiellement, est un parcours très long, donc distribué
pour accumuler 0,2 secondes sur un trajet aussi long, il faut soit que l'anisotropie change très rapidement, et donc en moyenne résulte en une structure qui, vue par ce genre d'onde, est isotrope, ou soit que le manteau inférieur dans sa moyenne soit isotrope. Et donc il propose que, comme à l'époque, on avait déjà quelques mesures sur l'anisotropie de la pérovskite, ils en déduisent que c'est sans doute que des textures désordonnées ou de courte longueur d'onde qui donc dominent dans l'essentiel du manteau inférieur, ce qui est en bon accord avec les modèles tomographiques qui montrent des hétérogénéités d'assez courte échelle. Et donc en moyenne, on peut supposer que l'essentiel du manteau inférieur est isotrope. Alors c'est l'hypothèse sous laquelle travaillent la plupart ou même tous les sismologues à l'heure actuelle. L'essentiel du manteau inférieur est isotrope et on va se concentrer sur la zone des secondes, les derniers 300 km de profondeur. Donc voilà, alors encore une fois, j'insiste sur le fait que toute méthodologie, pour être valable, doit s'affranchir des effets de l'anisotropie forte dans le manteau supérieur. Alors, avant de montrer des résultats récents qui tous confirment la présence d'anisotropie vraiment significative, d'anisotropie sismique dans la zone des secondes, je voulais faire un petit peu donc un rappel historique. On avait déjà observé dans les années 80, donc il y a 30 ans, des observations de temps différentiel entre les... Donc ça, c'est les ondes SCS qui se réfléchissent sur la limite noyau-manteau, donc qui de plus en plus se rapprochent de l'onde S, à de plus en plus grande distance, mais qui donc échantillonnent tout le manteau. Et donc en regardant des séismes profonds, donc qui ne sont pas affectés par ce qui se passe, disons des séismes profonds, disons 600 km de profondeur, ne sont pas affectés par la structure des premiers 300 km du côté de la source. Ils ont observé, ces auteurs et d'autres d'ailleurs aussi, des différences de temps d'arrivée entre l'onde SCS, la partie polarisée horizontalement, et la partie polarisée verticalement. Donc ici, il y a des exemples, quelques exemples. Donc ça, c'est des enregistrements à l'époque qui devaient être numérisés. Hein. Ce sont des enregistrements provenant du réseau global WWSSN qui, je pense, qui étaient des enregistrements analogiques qu'il fallait numériser. Hein. Donc les données numériques se sont multipliées dans les années 70. Et donc on voit ici donc la composante transversale, la composante radiale, à différentes distances épicentrales, 70 degrés, 69, 75, 77, 79, donc des distances qui augmentent. Et on voit apparaître un décalage. Ici, il n'y a pas de décalage entre les deux composantes, mais quand vous arrivez à une distance de 80 degrés, vous voyez un décalage de quelques secondes. Ici, malheureusement, j'ai perdu l'échelle des temps. Excusez-moi, mais ceci est quand même rapporté ici dans ce graphique. Donc ici, en fonction de la distance épicentrale, hein, plus la distance épicentrale est grande et plus la différence entre les ondes, plus ici, ce qu'on mesure, c'est non seulement la différence entre radiale et transversale, mais aussi on enlève l'effet de l'onde S, on utilise l'onde S comme onde de référence. Donc ici, on mesure le temps d'arrivée relatif entre SCS et S sur la composante radiale, moins le temps différentiel sur la composante transverse, et ça va nous donner donc le splitting différentiel, qui, plus la distance est grande, plus ça peut être confiné à la base du manteau. Parce qu'aux courtes distances, l'onde S parcourt un chemin au milieu du manteau, alors que l'onde SCS va jusqu'à la zone limite noyau-manteau. Mais aux plus grandes distances, ces deux ondes se rapprochent pour, vers 90 degrés, se mélanger et ensuite continuer à diffracter le long de la limite noyau-manteau. Donc, plus on est à grande distance et plus on échantillonne
par ce genre de mesure la zone près de la limite noyau-manteau. Et vous voyez qu'ils observent des variations, enfin il y a des données individuelles et puis les gros points, ce sont la moyenne avec la déviation standard indiquée. Et vous voyez des différences relativement faibles qui n'excèdent pas la seconde jusqu'à des distances d'environ 70 degrés. Et ensuite, cette différence augmente notablement pour atteindre jusqu'à 3 secondes. Je suis en train de perdre mon... Voilà. Et donc, ils en déduisent que l'effet ici donc, de cette différence de temps de parcours doit avoir son origine près de la CMB. Mais à l'époque, ils n'ont pas interprété ça en termes d'anisotropie. Ils ont interprété ça en termes de modèle isotrope. Donc je tenais à le montrer parce que c'est important. Il y a toujours, il y a toujours la question de savoir si on interprète quelque chose, si on peut interpréter quelque chose avec un modèle isotrope qui serait le modèle le plus simple. Et ils ont trouvé un modèle isotrope qui est ce modèle qui s'appelle SLHO-SV, qui donc est en pointillé ici, qui a une petite couche de vitesse très rapide juste au-dessus de la limite noyau-manteau. Et donc ce modèle satisfait les temps différentiels CS-S SV moins CS-S SH. Et donc, ils ont fait une étude de modèle, ils ont fait un échantillonnage des paramètres et pour trouver un modèle qui convienne, ils ont dû aussi changer les vitesses P en haut du noyau. Ici, ici c'est la limite noyau-manteau, le manteau de ce côté-là, le noyau de ce côté-là, alors qu'ici, tout est le manteau. Et vous voyez, par rapport à un modèle de référence en noir, ici, en ligne continue, ils ont des vitesses P un peu inférieures. En tout cas, ceci pour dire que par cette méthode, à l'époque, ils n'avaient pas du tout évoqué, ils ont peut-être pensé, mais ils n'avaient pas besoin, pour ces données, d'invoquer de l'anisotropie. Alors viennent, par contre, les mesures basées sur les ondes S diffractées. Alors avant de vous en parler, je vais faire un petit retour sur les mesures de splitting des ondes SKS. Quand on mesure dans un modèle simple d'anisotropie azimutale, en fonction de l'azimut, ici ce qu'on appelle bac azimut parce que c'est à la station, on mesure l'azimut par rapport au nord, l'angle du trajet considéré par rapport au nord autour de la station pour différents séismes, et on voit se dessiner des variations donc, en fonction de cet angle qui sont en 2 psi, donc essentiellement. Ici, il y a des points rouges et des points noirs parce que ces auteurs ont regardé mesuré à la fois le splitting des ondes SKS et le splitting des ondes SKKS qui se réfléchissent une fois de plus à l'intérieur, donc sur la partie noyau de la limite noyau-manteau. Et on observe ces variations, mais il y a 2 directions dans lesquelles on n'observe pas de splitting. Ce sont les directions d'axe rapide et la direction orthogonale. Donc ici, l'axe rapide déterminé pour cette mesure-là est, comme ils le disent ici, de l'ordre de 67,5 degrés d'azimut, de bac azimut, donc azimut mesuré à la station. Et on voit donc aussi l'absence de splitting. Donc ça, c'est l'amplitude du splitting, donc c'est le delta t, le temps différentiel entre les deux, l'onde rapide et l'onde lente. Et donc, on a ces nœuds, donc des directions particulières dans lesquelles on n'observe pas de splitting. Alors, on peut exploiter ça, c'est-à-dire si on connaît assez bien le splitting dans le manteau supérieur grâce aux ondes SKS, on a déterminé la direction de l'axe rapide, et donc on va pouvoir exploiter ça en regardant des trajets le long de cet axe rapide ou le long de la direction perpendiculaire. Dans ces directions-là, on ne va pas observer de splitting dû au manteau supérieur.
Donc c'est ce qui a été exploité dans une étude à laquelle j'ai participé avec Lev Vinnik. Ici, c'est d'abord, je montre le splitting des ondes SKS, c'est en Amérique du Nord et aussi à Hawaï. Et on va se focaliser sur une station particulière qu'ici, dans le Massachusetts, WFM. Et vous voyez la direction de l'arc rapide dans cette projection-là. Et donc, si on considère les trajets des ondes provenant des séismes des îles Fidji, ces trajets sont dans le prolongement de l'axe rapide. Donc, on s'attend à ce que... Donc ça, c'est les ondes SKS, toujours. On voit... ça, c'est l'observation brute dans un certain azimut, 322. C'est donc ça vient de... oui, ça vient de par ici, mais bon, il faut faire une rotation pour voir je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça là, ça va porter à confusion. Mais l'essentiel de ce qu'il faut se retenir, c'est que le long de ce trajet qui passe le long de l'axe rapide, on n'a pas de contribution de l'anisotropie du manteau supérieur, du moins au premier ordre. Or, si on regarde les ondes diffractées sur ce genre de trajet, donc île Fidji à la station WFM, c'est des grandes distances, on est à 117 degrés de distance épicentrale. On voit sur la composante radiale, qui est dénotée par elle ici, ça c'est des minutes, le temps est noté en minutes, 31, 32, etc. Et on voit donc l'onde SKS et l'onde SKS sur la composante radiale, comme prévu. On ne voit rien sur la composante transverse, ou peut-être quelque chose, mais c'est à très haute fréquence. La polarisation, quand on regarde le mouvement des particules, ici dans le plan horizontal, suivant les axes longitudinaux, donc dans la direction de la propagation et la direction transversale, on voit un mouvement particulaire plat le long de la composante radiale, comme on s'y attend quand il n'y a pas d'anisotropie. Par contre, les ondes S diffractées qui arrivent plus tard, qui arrivent ici, on s'attend à ce qu'elles soient polarisées surtout sur la composante transverse, parce que dans un modèle moyen, la composante SV s'atténue très vite avec la distance. C'est dû au contraste entre la structure du manteau et les vitesses dans le manteau et dans le noyau. Or, ici, on voit de l'énergie assez importante sur la composante radiale. Et donc, en plus, un mouvement particulier ici qui est elliptique. Ça, c'est un autre exemple filtré à un peu plus longue période, d'un autre séisme. Et donc, pour expliquer ces observations, d'abord, l'origine, on la met à la base du manteau, puisqu'elle n'est pas dans le manteau supérieur et qu'on suppose que le reste du manteau inférieur est isotrope. Comme l'onde SV s'atténue rapidement avec la distance dans un modèle moyen tel PREM, il faut autre chose pour observer déjà une amplitude importante de l'onde SV. Et donc, il faut soit une zone de gradient vitesse négatif, qui va diminuer les vitesses dans la zone des secondes, les rapprocher des vitesses P du noyau, qui va permettre à l'onde SV de se propager à plus grande distance avec de l'amplitude suffisante. Mais donc, si on introduit cette zone à plus faible vitesse, on n'explique pas les différences de temps d'arrivée entre SH et SV. Si c'est un modèle isotrope, ça devrait donner les mêmes temps d'arrivée. Et ni le mouvement particulier et elliptique. Et donc, dans cette étude, on a proposé la présence d'anisotropie et d'une anisotropie spécifique, c'est-à-dire non radiale mais azimutale, parce que dans l'anisotropie radiale, je ne l'ai peut-être pas mentionné, mais les ondes SH, les mouvements SH et SV sont découplés. Or ici, il faut manifestement coupler les mouvements SH et SV pour avoir cette amplitude importante à ces grandes distances, très grandes distances de diffraction le long de la CMB observée. Donc ça, c'était une première étude où on avait
proposé pour la première fois la présence d'anisotropie dans la zone des secondes. Cette étude a été suivie par une autre quelques années plus tard, par les mêmes auteurs, ou plus ou moins, et donc avec cette fois-ci une étude étendue à une douzaine de séismes, tous dans les îles Fidji. Ici, c'est une carte des anomalies de vitesse des ondes S, donc la partie isotrope par rapport à la moyenne, en blanc les régions plus faibles, de vitesse plus faible que la moyenne, en bleu les régions de vitesse plus forte que la moyenne. Donc on retrouve l'anneau rapide autour du Pacifique et la zone de vitesse lente au centre du Pacifique. Ça, ce sont les trajets vers les stations de WMFM et de Harvard qui sont très proches l'une de l'autre. Ça, ce sont les enregistrements pour différents séismes. Ici, les mécanismes au foyer de ces séismes. Et on a donc en trait continu la composante longitudinale, on voit bien les ondes SKS et SKKS. Et par en dessous, en pointillé, on a la composante transverse qui, elle, on n'a rien au moment de l'arrivée de... Je ne sais pas si je peux avoir un pointeur, parce que celui-ci est mort. Bon, je vais essayer d'expliquer avec les mains. Donc, le pointillé, c'est la composante transverse. On n'a rien sur SKS et SKKS, parce qu'on est dans la direction nodale, la direction de l'axe rapide. Et par contre, au temps d'arrivée de l'onde diffractée, on a une forte onde sur la composante transversale, mais aussi une petite onde sur la composante radiale. Et quand on fait la somme de ces enregistrements pour amplifier le niveau signal sur bruit, on voit bien cette onde SH qui est forte sur cette onde S diffractée qui est forte sur la composante SH, mais une très nette onde SV décalée de l'ordre de quelques secondes, de l'ordre de 3 ou 4 secondes par rapport à l'onde SH. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que la barre verticale ici devant l'onde S diffractée, c'est le temps d'arrivée prévu par un modèle moyen. En l'occurrence, c'est pas ASPREM, c'est un autre qui s'appelle IASP 91, mais c'est similaire. Et on voit que aussi bien SH que SV sont décalés d'une dizaine de secondes par rapport aux prédictions, ce qui est bien en accord avec le fait que les vitesses sont lentes près de la zone, près de la CMB, donc de la limite noyau-manteau, dans le milieu du Pacifique, qui est échantillonné par la partie diffractée de ces ondes. Donc on voit plusieurs choses ici. On voit la structure isotrope avec des ondes lentes, et en plus un décalage entre l'onde SH et l'onde SV qui, elle, donc, confirme la présence d'anisotropie. Je ne montre pas le mouvement particulier, mais le mouvement particulier correspondant est elliptique. Alors, dans cette étude, on a montré qu'on avait plus de données, on pouvait aller un peu plus loin. Donc ici, montrer que l'amplitude de l'onde SV diffractée, qui est montrée dans le diagramme du haut, donc en fonction, c'est l'amplitude de l'onde SV dans l'axe des X et l'amplitude des ondes SKKS sur l'axe des Y, normalisée par l'amplitude des SH. Et on montre une bonne corrélation. C'est ce à quoi on s'attend, que le mouvement SV, donc la partie polarisée verticalement, soit corrélé avec les ondes SKS. Par contre, cette corrélation n'existe pas entre les deux composantes de l'onde S diffractée, la composante polarisée verticalement et la composante polarisée horizontalement. Et donc, on en déduit, ici, cette étude, en quelque sorte, contredit le résultat de l'étude précédente qui avait affirmé que c'était de l'anisotropie azimutale. Dans ce cas-là, l'absence de couplage entre SH et SV indique qu'on peut expliquer ces observations par les modèles simples d'anisotropie radiale. Et voilà les modèles proposés. Ici, donc, le modèle moyen IASP 91 est indiqué par le trait continu fort.
Et les deux modèles anisotropes, les détails, on peut pas ils sont à peu près équivalents. Il y en a un qui est un modèle avec simplement un gradient un peu différent sur la composante SV qui est plus lente, et la composante SH en pointillé, ou alors une couche avec donc des vitesses différentes dans la couche correspondant à la polarisation SH et à la polarisation SV. Et ici, c'est donc la comparaison de deux modèles. Alors ça, c'est des sismogrammes synthétiques. En A, c'est les sismogrammes synthétiques sur la composante SV en continu et sur la composante SH en pointillé, dans un modèle de référence isotrope, donc le modèle IASP 91, où on voit l'absence de composante SV au moment de l'arrivée de l'onde diffractée, de l'onde S diffractée, donc à partir de 0, pour les temps positifs dans ce diagramme. Par contre, dans le modèle A320, qui est l'un des modèles montrés au-dessus, on voit très bien l'amplitude de l'onde SV diffractée bien augmentée et aussi le décalage. Donc, ceci pour montrer qu'on arrive à expliquer les données observées donc, ici dans ce diagramme-là par ce genre de modèle très simple, cette fois-ci d'anisotropie radiale. Alors, depuis, donc ça c'était les années 90, il y a eu beaucoup d'observations. Les études de différents groupes ont confirmé ces observations de décalage entre les SV et les SH, donc à expliquer par de l'anisotropie. Ici, donc quelques exemples qui montrent en fonction le chiffre à côté du nom de la station SCP, WDC, etc. Le chiffre à droite, c'est la distance épicentrale, mesurée en degrés d'angle par rapport au centre de la Terre. Donc la distance augmente jusqu'à des distances diffractantes. Ici, à 116 degrés de distance épicentrale, on est bien dans la région où l'onde S diffracte. Et on voit, les traits montrent les décalages de plus en plus grands entre la composante SH et SV de l'onde S, et ensuite, à partir de 90 degrés, c'est une onde qui diffracte. Il n'y a pratiquement pas de décalage pour les ondes S à des distances plus courtes que 80 degrés. Et vous voyez en bas un décalage de l'ordre de 3,3 secondes. Donc on observe facilement plusieurs secondes de décalage entre SH et SV dans les régions pour les ondes diffractées. Alors, à l'époque, donc les études en 98, donc il y a encore assez longtemps, il y en avait eu pas mal autour du Pacifique, donc dans la région centra-américaine et l'Amérique centrale et de l'Alaska, qui correspondent à des zones de subduction, donc dans le manteau supérieur, et qui, dans les modèles isotropes, correspondent à l'anneau de vitesse plus rapide que la moyenne. Dans ces régions-là, on voit de l'anisotropie de polarisation avec SH plus rapide que SV. Par contre, dans le centre du Pacifique, c'est plus compliqué. La région en gris plus clair montre une région où certains auteurs ont observé l'inverse, c'est-à-dire que c'est l'onde SV qui arrive avant l'onde SH. Et sur les bords, ce sont des régions où c'était plutôt pas d'anisotropie. Bon. Alors, ceci dit, bon, ils ont fait donc plusieurs modèles dans ces régions différentes, suivant les auteurs, montrant les modèles simples avec une couche ou un gradient à la base du manteau, affectant les derniers 200 ou 300 km de profondeur. Les interprétations possibles à l'époque, donc c'est toujours avec des schémas, soit ce sont les zones de subduction qui gardent leur texture anisotrope quand elles plongent jusqu'à la base du manteau, c'est ce qui est montré en A. En B, c'est l'idée qu'il y a dans la couche limite thermique, donc à la limite avec le noyau liquide, il y aurait de la fusion partielle qui pourrait être entraînée par la convection mantélique, mais d'autres hypothèses peuvent être invoquées, de l'anisotropie intrinsèque,
donc Crystal Preferred Orientation, dans les minéraux du manteau inférieur, donc qui provoquerait des alignements dans une zone de cisaillement forte à la base du manteau. On reviendra à cette hypothèse aujourd'hui et aussi la semaine prochaine. Et enfin, on ne peut pas exclure la possibilité d'avoir des hétérogénéités chimiques, puisque à la base du manteau, on a d'une part sans doute les zones de subduction qui arrivent avec leur structure en basalte et harzburgite, et les zones montantes qui entraînent une minéralogie peut-être différente, éventuellement primordiale. Alors, ça a été suivi d'études, je ne sais pas si j'ai vraiment le temps d'entrer dans les détails, mais celle-ci, j'y ai participé et je la trouve particulièrement parlante. Donc, encore une fois, sur ces trajets Fidji jusqu'en Amérique du Nord, ici, en fond, un modèle tomographique de l'époque montrant donc la partie diffractante des ondes S, c'est la partie en grisé du trajet. Et on voit que pour une source donnée et différentes stations, on va examiner à une station particulière, différentes sources sismiques. Donc du côté de la station, le trajet va être fixe jusqu'à la CMB et la partie diffractante va être plus ou moins longue suivant la distance jusqu'au séisme, du côté où ça remonte. Donc il faut regarder ce schéma-là, mais je ne peux plus vraiment vous le montrer par le pointeur. Donc pour une station donnée, cette partie-là va être fixe, là aussi, et là, le point ici de remontée va se déplacer et donc va échantillonner une région de plus en plus éloignée de la station à la CMB. Alors ce que j'ai mis en évidence, c'est la zone ici de faible vitesse dans le centre du Pacifique. Et donc plus on a et la zone de vitesse normale, voire plus élevée que la moyenne, un peu plus près des sources. Et donc, on a regardé d'abord les résidus de temps différentiel entre l'onde diffractée et l'onde SKS. On rapporte à SKS parce que l'onde SKS passe peu de temps dans la zone des secondes, et donc ça permet de s'affranchir des hétérogénéités dans le manteau supérieur. Et on s'est aperçu que plus la distance était grande, ici on a des distances épicentrales, plus la distance était grande, on avait d'abord des résidus qui augmentaient, et puis ils s'arrêtaient d'augmenter. On avait un plateau dans la plupart de ces stations. Et ça, on l'interprète. La barre blanche ici indique la position géographique du changement de pente. Donc le changement de pente ici, le coin, à partir duquel on n'accumule plus de différence de temps d'arrivée. Et on peut donc, à partir de ça, déduire à quel moment on passe de la région de vitesse lente, on accumule, puis à partir d'un certain temps, on sort de cette région lente et on échantillonne la région de vitesse plus normale ou plus rapide, et donc on n'accumule plus d'anomalies. Donc ça montre bien que les modèles tomographiques, ce n'est pas n'importe quoi. On le voit dans des données individuelles, cette tendance de passage d'une région de forte anomalie lente à une région d'anomalie de moins d'anomalies. Et le fait qu'on voit ça donc à la fois pour des séismes profonds et peu profonds indique que nous permet par un certain raisonnement indirect d'aussi dire que l'origine est bien dans la couche des secondes. Alors par contre, quand on regarde les résidus entre SKS et SKKS, donc SKS et SKKS ont des trajets très similaires dans le manteau supérieur, des trajets différents dans le noyau, mais dans le noyau on suppose que la structure est homogène,
mais donc les temps différentiels peuvent être associés avec aussi la zone des secondes du côté de la source, et on voit un décalage moyen de l'ordre de 2 à 3 secondes, ce qui indique que du côté de la source, ces ondes donc, traversent une région lente. Ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on voit les résidus, donc maintenant entre la partie polarisée verticalement et la partie polarisée horizontalement des ondes diffractées, hein, SVD moins SHD, qui, elle, a une tendance très différente de ce qu'on a vu sur le panneau précédent, où il n'y a pas beaucoup d'anomalies dans les plus courtes distances, c'est quand même des distances diffractantes, et ça augmente à partir à peu près du même endroit, ce qui indique que dans la région lente, hein, dans la région lente où on avait, qui serait la région échantillonnée aux plus courtes distances, celle qui est en bleu ici, dans l'ellipse bleue, on n'a pas d'écart entre SV et SH, donc pas d'anisotropie. Par contre, quand on en sort, ici, donc dans la région verte, on commence à accumuler des décalages qui vont jusqu'à vers 4 secondes, donc sur des distances relativement faibles. Hein, on est toujours des sources dans la région Fiji-Tonga. Donc, anisotropie faible dans la région où les vitesses sont faibles et forte dans la région où la vitesse des S est normale. Hein, donc l'inverse, hein, on voit l'inverse en anisotropie, c'est quelque chose à retenir parce que ça a été confirmé dans les études plus récentes au cours des dernières 15 années. Donc venons-en aux études plus récentes. Donc les études plus récentes essayent d'améliorer les méthodologies, de s'affranchir encore mieux des effets d'anisotropie du manteau supérieur et donc d'utiliser des paires de phases. On va utiliser la paire de phases S et SCS qui ont un trajet similaire dans le manteau supérieur mais différent à la base du manteau. De même, les paires SKS et SKKS et aussi l'onde S diffractée qui vont de même servir à s'affranchir de ce qui se passe dans le manteau supérieur. Alors, quelles sont les méthodes? La méthode que je vous avais montrée de Vinnik et al. 89, où on regardait dans l'axe rapide, dans la direction de l'axe rapide, donc on n'avait pas d'effet d'anisotropie azimutale du manteau supérieur. C'est une bonne méthode, mais il y a très peu de trajets dans le monde où on a cette géométrie, donc c'est très limité. Maintenant, on a beaucoup depuis 20 ans, on a accumulé énormément de mesures d'anisotropie azimutale moyenne sous les stations par analyse du splitting des ondes SKS et SKKS. C'est devenu une industrie, si on peut dire, tout le monde en fait. Et donc on a quand même un grand nombre de stations dans lesquelles plusieurs groupes ont déterminé ces paramètres. Et les accords sont relativement bons dans pas mal de cas. Donc on peut avoir confiance dans ces données. Et donc on peut corriger, dans une station donnée, on peut corriger de l'effet de l'anisotropie dans le manteau supérieur en regardant le splitting des ondes SKS et SKKS. Et donc ensuite, regarder par exemple l'onde S diffractée et donc en déduire que le splitting de l'onde S diffractée est dû à la base du manteau. De même, on peut faire des corrections sur les ondes S et les ondes SCS, aussi en utilisant à une station donnée des données SKS auparavant. Donc, disons une certaine gymnastique pour corriger les effets du manteau supérieur et s'en affranchir et vraiment essayer d'isoler le signal provenant de la base du manteau. Alors, il faut voir que ceci est compliqué par d'autres problèmes. Par exemple, on peut avoir un splitting apparent résiduel, mais ça n'est pas forcément dû à l'anisotropie. On l'a vu déjà dans ce qui a été proposé au début des années 80, en mettant une couche très fine de vitesse rapide à la base du manteau, on arrivait à expliquer au moins le temps différentiel entre les ondes SCS et SCSH et SCSV.
Et puis, il faut bien voir qu'on a une couverture azimutale à la base du manteau qui est bien moins bonne que celle qu'on a dans le manteau supérieur, à cause de la distribution des sources et des stations et les distances épicentrales dont on dispose. Donc, tout ceci ne rend pas la situation très favorable dans la mesure où plus on a d'échantillonnage en azimut et plus on va pouvoir contraindre l'anisotropie. Donc, je vais passer sur celle-ci parce que je vois que j'y passe beaucoup de temps. Simplement pour montrer ici un exemple récent d'études donc, des couples S et SCS donc, sur l'Amérique du Nord avec la possibilité d'échantillonner plusieurs azimuts. Ici, on a échantillonné 2 ou 3 azimuts différents, avec des séismes en Amérique du Sud, sur l'océan Atlantique et dans le Pacifique, observés dans les stations d'Amérique du Nord. Donc on a d'abord pris les données SKS et SKKS pour corriger des effets du manteau supérieur. On a tout reprojeté. Donc ça, c'est un diagramme, je ne vais pas vous l'expliquer, mais c'est simplement l'idée à retenir, c'est qu'on peut projeter tout ça dans un système référentiel du côté de la source. Et donc, après correction pour les effets du manteau supérieur, le splitting résiduel est celui qu'on attribue à la zone des secondes. Et ici, vous avez donc 3 régions qui sont traversées avec 2 azimuts différents, la région bleue W, la région S en vert et la région E en rouge. Et ce qui est indiqué ici, c'est la direction de l'axe rapide par rapport à l'horizontale dans le référentiel associé à la source. Et ce schéma pour dire que dans la plupart des cas, l'axe rapide est dans le plan horizontal. Donc on peut, voilà, c'est un premier résultat. Ça n'est pas vrai, par contre, dans cette région de la région verte, donc au sud-ouest de la région verte, où on a une inclinaison de l'ordre de presque 45 degrés de l'axe par rapport à l'horizontale. Donc, ceci pour dire que l'anisotropie qui est déduite de ces mesures, de ces observations, est un type anisotropie azimutale qui n'est pas, le modèle simple d'anisotropie radiale ne convient pas. Alors, je vous passe l'interprétation, on y reviendra la semaine prochaine. Pour simplement vous montrer un autre exemple, maintenant avec des ondes plus récemment, ce qu'on essaye de tenter, c'est de regarder le splitting différentiel des ondes SKS et SKKS. Le raisonnement est le suivant. On sait déjà que ces ondes le splitting provenant du manteau supérieur devrait avoir le même effet, enfin l'anisotropie du manteau supérieur devrait avoir le même effet sur ces 2 types d'ondes, et s'il y a des différences, elles peuvent être attribuées à la partie profonde ici où les 2 ondes s'écartent, les trajets des 2 ondes s'écartent plus. Donc dans cette étude de Long 2009, ils regardent, ils échantillonnent une région au large de l'Amérique du Nord où ils voient certaines mesures où ils ne voient pas de différence, et par contre certaines autres mesures des ondes SKS et SKKS qui montrent que l'une de ces phases présente une anomalie qui ne peut pas être expliquée par les effets du manteau supérieur. Et donc ils arrivent à modéliser ça. Ici, ils montrent donc comment on peut réduire l'onde SKS. Ici, par exemple, n'est pas du tout splittée. Ça, c'est le mouvement particulier qui est bien linéaire. Par contre, l'autre SKKS, elle est très splittée. Donc on attribue ça. Ça, c'est le cas le plus simple, une onde SKS non splittée. Donc l'effet du manteau supérieur est éliminé. L'onde SKKS est très splittée. Et un modèle, en modélisant ça par de l'anisotropie dans
la zone des secondes, on arrive à réduire ce splitting, à réduire le mouvement particulier à un mouvement linéaire. Alors je vois qu'on arrive à la fin, j'ai été un peu moins vite que d'habitude, c'est peut-être aussi bien, mais je vais terminer en simplement, je reprendrai ça la semaine prochaine, mais encore une fois, garder à l'esprit cette zone des secondes, sa structure globale isotrope, ici plusieurs modèles de différents groupes, donc des vitesses ondes S, avec les anomalies par rapport à la moyenne, le rouge lent et le bleu rapide. Ici, ce sont en fait des données, des temps différenciés à la CS-S, qui sont donc projetés à la limite noyau-manteau, et on voit, même sans faire de tomographie, cette structure est très apparente. Alors, ce qui a été fait ici, c'est qu'on a pris ces 5 modèles et on a... attendez, oups. Et on a donc regardé en tout point du globe combien de ces modèles étaient d'accord pour dire que la vitesse est plus lente que la moyenne et combien de modèles étaient d'accord pour dire que la vitesse est plus rapide que la moyenne. Donc, quand on a ici la couleur rouge, ça veut dire que tous les modèles sont d'accord que la vitesse est plus lente que la moyenne. Quand c'est bleu, ça veut dire qu'aucun des modèles ne voit de structure lente, donc ils sont tous d'accord pour que les vitesses soient plus rapides que la moyenne. Et en fait, on s'aperçoit que malgré la limite de résolution de ce genre de modèle, on voit se dessiner un accord assez spectaculaire. Non seulement ces régions sont bien définies, c'est des régions... Ces 2 régions au centre du Pacifique et sous l'Afrique, celle-là ayant une forme plus allongée, mais en plus, leurs bords sont aussi très nettement, plutôt bien en accord entre les modèles. Il y a juste une région anormale, une région qui se distingue au milieu de la zone bleue, ici, cette petite région ici qu'on a surnommée l'anomalie de Perm, parce qu'elle est très proche de la ville de Perm en Russie, et la croix indique l'endroit où aurait eu lieu l'éruption des trappes sibériennes. Si on ramenait le mouvement des plaques, disons, jusqu'au temps présent, à partir du temps où s'est produit cette éruption de ces trappes. Donc, cette anomalie un peu particulière, mais le reste est vraiment bien en accord pour isoler ces 2 régions. Et quand on regarde la moyenne dans ces 2 régions des vitesses, on distingue la moyenne des régions lentes et la moyenne des régions rapides, on obtient un profil de vitesse qui montre bien qu'il se passe quelque chose de spécial dans les derniers 300 km de profondeur. Donc ça, c'est par rapport au modèle PREM, qui est en pointillé noir. Les vitesses rapides, la région des vitesses rapides se rapproche de PREM, c'est normal puisqu'elle concerne une superficie beaucoup plus importante que les régions lentes. Et les régions lentes s'écartent de plus en plus du PREM, plus on s'approche de la limite noyau-manteau. Et vous voyez, ça commence à environ 400 ou 500 km de profondeur, suivant les modèles. Il y a des différences quantitatives, mais qualitativement, tous les modèles sont bien d'accord. Et donc, si par-dessus ça, je superpose les observations de l'anisotropie, donc ici, tout simplement, est-ce que c'est la vitesse, c'est le SH qui est supérieur au SV, ou c'est SH inférieur à SV, ou bien pas de splitting. Ça ne veut pas dire que c'est de l'anisotropie radiale, mais c'est une indication tout de même de la présence d'anisotropie. Alors, ce qui est très frappant, c'est que les régions où on a SH supérieur à SV coïncident pratiquement vraiment de manière, je dirais, spectaculaire avec les régions plus rapides que la moyenne. On voit bien ces ellipses. Bon, les numéros, c'est des différentes études. Je ne vais pas entrer dans les détails, c'est différentes études avec différents types d'ondes, etc. Mais on voit bien que les ellipses blanches tombent toutes dans la région bleue. Par contre, les ellipses noires et les traits bleus, bleu clair, correspondent aux régions où on n'a pas de splitting,
ou bien, au contraire, on a VSH supérieur à VSV. Et celles-ci correspondent plutôt aux régions, sont dans les régions de vitesse plus lente. Et il y a un troisième type, les ellipses vertes, ici, qui correspondent à des régions où on a une variation très rapide, la variation latérale très rapide de l'anisotropie. J'en parlerai plus en détail la semaine prochaine, car il faut que je m'arrête ici. Mais gardez à l'esprit cette carte, parce que c'est vraiment l'accumulation des données au cours des dernières 30 années qui nous montre finalement, on a des données très éparses par ici, par là, des corrections pas très parfaites pour l'anisotropie du manteau supérieur, mais se dégage quand même une image vraiment très cohérente, avec VSH supérieur à VSV dans les régions plus rapides que la moyenne, et VSH, et pas d'anisotropie ou VSV supérieur à VSH dans les régions donc de ces super panaches, qu'on appelle parfois les super panaches, au centre du Pacifique et sous l'Afrique. Voilà, je vais arrêter là, je vous remercie.